12e manche du championnat du monde de Formule 1 ce week-end, et c'est un Grand Prix à domicile qui nous attend. La F1 nous donne rendez-vous sur le circuit Paul Ricard, au Castellet. C'est l'avant-dernière course avant la pause estivale, et les enjeux sont importants de tous les côtés du paddock. Le Grand Prix d'Autriche nous a offert une petite surprise, avec la victoire, enfin, de Charles Leclerc. Max Verstappen était donné ultra favori, mais le pilote monégasque et Ferrari ont été impressionnants en course, ne laissant quasiment aucune chance à son concurrent, malgré une petite frayeur en fin de course. Red Bull qui s'incline sur le Red Bull Ring, croyez-moi, ça n'a pas plu à Christian Horner et son équipe. C'est la deuxième défaite consécutive face à Ferrari après Silverstone, et un rebond est attendu au Castellet. Ce circuit est aussi l'un des favoris de Mercedes, qui espère reproduire ce qu'on a vu à Silverstone. Derrière, ça se chamaille, avec Haas qui se rapproche tout doucement du milieu de tableau, AlphaTauri qui sombre et Alpine qui mène la vidéo à McLaren. Avec les fortes chaleurs et la dégradation des pneus qui pourrait être très importante, je pense qu'on peut assister à une course intéressante. En plus de ça, ça pourrait être la dernière édition du Grand Prix de France, qui est en fin de contrat. Liberty Media privilégierait d'autres destinations, mais bon, je suppose que ça ne surprend guère. Comme c'est peut-être la dernière, et avant de parler de l'état de forme de chaque pilote et de chaque écurie, c'est l'occasion de revenir sur l'histoire du Grand Prix de France. Le Grand Prix de France est un mythe du calendrier de la F1. La France est un pays pionnier des courses automobiles, et c'est tout naturellement qu'on l'invite à participer à la première édition du championnat du monde de Formule 1, en 1950. Le Grand Prix de France a connu bien des destinations dans son histoire. Dijon, Clermont-Ferrand et même Le Mans ont accueilli des Grands Prix de F1. C'est Reims qui a eu l'honneur d'accueillir la première édition de l'épreuve sur un circuit qui a marqué les premières générations de suiveurs de la F1. Par la suite, Rouen et Clermont-Ferrand ont alterné l'organisation de la course jusqu'à ce que Paul Ricard et Dijon-Prenois prennent la relève dans les années 70 et 80. C'est d'ailleurs à Dijon qu'un Français remporte pour la première fois le Grand Prix de France, grâce à Jean-Pierre Jabouille en 1979. Par la suite, René Arnoux et surtout Alain Prost vont l'imiter, ce dernier gagnant le Grand Prix de France à 6 reprises. Paul Ricard s'installe durablement au calendrier dans les années 80. Mais de 1991 à 2008, c'est Manicourt qui prend la relève. Situé près de Nevers, le circuit bénéficie de grosses rénovations dans les années 80 et s'impose petit à petit comme le meilleur atout de la France pour un Grand Prix de Formule 1. C'est un tracé que les pilotes appréciaient beaucoup. Manicourt a littéralement copié les virages d'autres circuits des calendriers, comme Estoril ou Imola, ce qui donnait lieu à des courses très intéressantes. Le problème de Manicourt est son emplacement. Bernie Ecclestone et beaucoup d'acteurs du paddock n'aimaient pas se rendre dans cette région, qui contrastait à l'époque avec les autres destinations du calendrier. Finalement, la dernière édition du Grand Prix de France à Manicourt a lieu en 2008, et le contrat n'est pas renouvelé. Des négociations sont engagées pour trouver une autre ville d'accueil. Rouen, Versailles et même un circuit urbain à Disneyland Paris sont évoqués, mais rien n'aboutit. Mais en 2018, 10 ans après la dernière édition, le Grand Prix de France fait son retour au calendrier. Cette fois, c'est au Paul Ricard que ça se passe. Le tracé connaît quelques modifications et se caractérise par ses bandes rouges et bleues auxquelles vous êtes maintenant habitués. 53 tours sont prévus sur ce tracé de 5,8 km, constitué de 15 virages et de 2 zones de DRS. C'est un excellent circuit de test pour beaucoup de catégories automobiles. La répartition équilibrée des virages à haute, moyenne et basse vitesse en font un tracé très technique, parfait pour tester les monoplaces dans différentes conditions. Il faudra faire très attention à la dégradation des pneus. Les fortes chaleurs n'aident pas et pourraient favoriser les écuries avec une bonne gestion de leurs pneumatiques. On peut s'attendre à des stratégies à 2 voire 3 arrêts, sur le papier bien sûr. Les unités de puissance vont être mises à rude épreuve. C'est quelque chose que Ferrari en particulier va surveiller, eux qui connaissent beaucoup de difficultés depuis le début de l'année. Il faut aussi parler des limites de piste. Ça a été un vrai cauchemar en Autriche et a priori en France, ce ne sera guère mieux, voire pire. J'espère que la FIA prendra les bonnes décisions pour impacter au minimum les pilotes. Enfin, on va évoquer rapidement la situation contractuelle du Grand Prix de France. Si rien n'évolue, cela devrait être la dernière édition de cette course au Paul Ricard. Liberty Media et la FIA privilégient d'autres options pour l'année prochaine. J'ai réalisé une vidéo complète sur le sujet et je vous invite vraiment à la regarder si vous voulez comprendre tous les enjeux autour du Grand Prix de France. Le lien est dans la description. Voilà, on a tout dit sur l'histoire du Grand Prix de France et le circuit Paul Ricard. Sans plus attendre, on va parler de l'état de forme des écuries et des pilotes. Comme d'habitude les amis, honneur au vainqueur. Charles Leclerc a gagné un Grand Prix de Formule 1 3 mois après sa dernière victoire. C'est un petit événement. Le pilote monégasque était tellement malchanceux qu'on n'y croyait plus. Mais en Autriche, c'était lui le patron le dimanche. Il a largement mérité sa victoire, même si un petit souci mécanique aurait pu gâcher sa course à la fin. Après autant de points perdus ces derniers mois, ça fait plaisir de revoir Charles Leclerc gagner un Grand Prix, je pense qu'il le mérite.
Malheureusement, même quand Ferrari gagne, il y a toujours un gros point noir. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est Carlos Sainz qui a joué de malchance. Son unité de puissance est soudainement passée en mode barbecue en fin de course, alors qu'une deuxième place semblait largement possible. Sainz faisait sans doute son meilleur week-end de l'année en termes de performance. D'ailleurs, c'est possible qu'il change certains composants de son unité de puissance et parte dernier dimanche, ça reste à confirmer. Au final, Ferrari continue de perdre des points importants, mais peut se réjouir de voir ces deux pilotes évoluer à un très bon niveau. La Ferrari semble revenue au niveau de la Red Bull, grâce à un aileron arrière revisité qui comble ses lacunes en ligne droite. Avec les fortes températures attendues ce week-end, tous les regards sont portés vers l'unité de puissance de Ferrari, qui n'apprécie pas les fortes chaleurs. Plus que ça, je pense qu'ils devront faire un gros travail au niveau du refroidissement de la carrosserie et des pneus. La gestion des pneumatiques va être cruciale. Si Red Bull semblait avoir un avantage depuis quelques courses, Ferrari a impressionné en Autriche et souhaitera confirmer en France. Red Bull a été bousculé sur la dernière course. Difficile vainqueur au Canada, l'écurie autrichienne s'est inclinée à Silverstone et surtout sur ses terres, au Red Bull Ring. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? A priori, ça va encore. Max Verstappen est toujours leader du championnat, Red Bull aussi, et il reste très proche du niveau de Ferrari. Tout de même, l'écart avec Ferrari se resserre. Je pense que la Ferrari et la Red Bull sont assez proches en performance, mais que Christian Horner et son staff ont mieux géré leur course stratégiquement. Face à la menace des pilotes Ferrari, Perez et Verstappen devraient bénéficier d'un certain nombre d'améliorations aérodynamiques en France. Rien n'est sûr encore, mais si ça se confirme, on verra si ça fait la diff. Horner s'attend à ce que Mercedes soit fort sur ce circuit, et je suis de cet avis. Le Paul Ricard est un tracé qui leur convient bien. En tout cas, si on regarde les derniers résultats bruts, ils ont de quoi espérer. 4 podiums sur les 4 dernières courses, que des 3e places, la prochaine étape, c'est la victoire, n'est-ce pas? Alors il faut apporter un peu de nuance. Mercedes a grandement bénéficié des soucis mécaniques de ses rivaux pour marquer des gros points. Sans ça, je ne pense pas qu'ils auraient pu jouer le podium à la régulière, mis à part à Silverstone peut-être, et encore. Ils affichent surtout une régularité et une fiabilité remarquables. Ils continuent de rebondir un tout petit peu, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vu au mois de mai par exemple. Ils jouent devant et affichent une pointe de vitesse vraiment bonne à certains moments. Vu la forme des pilotes et les caractéristiques du circuit, ils ont un coup à jouer, c'est certain. Le podium est l'objectif minimum. Personnellement, j'ai encore un petit peu de mal à les imaginer jouer à la victoire, mais qui sait, on verra s'ils me font mentir. Petite info qui vient de tomber, Lewis Hamilton, qui dispute son 300e Grand Prix ce week-end, sera remplacé par ce bon vieux Nyck de Vries pendant la première séance d'essai libre. Hâte de le voir en piste. Allez, on passe au midfield, qui s'est plus ou moins fracturé en deux, avec Alpine McLaren d'un côté et Alfa Romeo, Haas et AlphaTauri de l'autre. Dans la première partie du midfield, Alpine et McLaren se tiennent dans un mouchoir de poche. Au classement, Ricciardo déçoit, Norris et Ocon dominent et Alonso impressionne, mais n'a pas été très récompensé depuis le début de la saison. Norris continue d'être aussi régulier, et Ricciardo a aussi marqué des points sur la dernière course. Ils arrivent en France avec l'ambition de battre Alpine une nouvelle fois. Malgré tout, je trouve que McLaren perd du terrain par rapport à Alpine. Sur les derniers Grands Prix, Alonso et Ocon ont été vraiment impressionnants. Les deux écuries ont adopté des stratégies de développement très différentes. Alpine mise tout sur la performance, parfois au détriment de la fiabilité, tandis que McLaren a été plus prudent. Alpine prend tout doucement l'avantage et les petites améliorations apportées depuis quelques courses fonctionnent. Vu que la monoplace n'évolue pas trop, c'est possible que l'écurie britannique se heurte à des problèmes budgétaires. Norris ne pourra pas porter l'écurie à chaque course. Il faudra apporter des nouveautés pour espérer lutter pour la P4 jusqu'au bout. Je vois en tout cas Alpine bien performer sur son Grand Prix national. Dans la deuxième partie du midfield, c'est Haas qui brille. L'écurie américaine n'a toujours pas apporté de grosses améliorations, attendues pour la Hongrie, mais est dans le coup depuis Silverstone. Preuve en est, actuellement 7ème, ils ambitionnent la 6ème place au classement. C'est un objectif largement atteignable s'ils maintiennent ce niveau, et si les prochaines améliorations fonctionnent. Schumacher est en grande forme. Après un début de saison plus que compliqué, il s'est mis au niveau et affiche de belles performances. Ça fait plaisir pour lui. C'était un super pilote très régulier en F2, il montre qu'il mérite sa place. Le Paul Ricard est un bon circuit pour eux. Ils sont à l'aise à peu près partout, mais ils sont moins bien sur les tracés à haute vitesse comme Jeddah ou Bakou. En France, ça devrait le faire, alors je les vois bien dans les points. C'est quand même incroyable qu'AlphaTauri ne soit que 8ème au classement. Mais pour remédier à ça, Franz Tost et sa team vont apporter des très grosses évolutions aérodynamiques en France. J'espère que ça va leur permettre de passer un cap. J'ai la sensation que l'AlphaTauri vaut mieux que la 8ème place, mais que chaque week-end, ils gâchent complètement leur opportunité de marquer des points. Toujours un truc qui cloche. Une stratégie qui va pas, des coéquipiers qui se rentrent dedans, un problème de fiabilité, bref, c'est très décevant.
On attend une réaction en France, ça serait bien que Gasly marque 2-3 points devant son public. Alfa Romeo, qui est le leader de ce deuxième midfield, me déçoit un petit peu aussi. À mes yeux, ils ont la voiture pour jouer avec McLaren et Alpine, mais là sur les dernières courses, c'est loin d'être ça. Alors il faut dire que Guanyu Zhou a été particulièrement malchanceux et qu'il devrait être plus haut au classement, c'est sûr. Bottas aussi a fait une bonne course en Autriche, terminant 11ème après un départ de la pit lane. Je pense qu'Alpha a une meilleure voiture que ça, et je suis presque désolé de les placer dans le deuxième midfield. A priori, pas d'évolution prévue ce week-end, mais tout comme Haas, je pense qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. On termine par le bas de tableau avec Williams d'abord. Latifi va enfin bénéficier des améliorations qui étaient présentes sur la voiture d'Albon depuis le Canada. Il était temps. A priori, l'écurie est très satisfait des performances d'Albon avec ses évolutions, et je suis plutôt d'accord. Il avait un rythme plutôt correct, pas si loin que ça du midfield. Le format de week-end en Autriche, avec une course sprint, ralentit Williams dans son développement. Ils ont besoin de plus de séances d'essai pour comprendre leur package. En tout cas, Paul Ricard est un circuit qui devrait les mettre dans de bonnes conditions. Je pense qu'une qualif en Q2 est jouable pour les deux pilotes. Aston Martin va célébrer en France le 100e anniversaire de son premier Grand Prix. Ce sera une belle fête, mais pas sûr que ce qu'il se passe en piste leur donne des raisons de célébrer. Ils étaient pourtant sur une bonne série de points consécutifs, qui a malheureusement pris fin en Autriche. À la régulière, j'ai du mal à imaginer Aston Martin jouer les points ce week-end, même s'ils sont très proches du deuxième midfield. Voilà pour l'état de forme des uns et des autres. Maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps de passer à la partie prono. Allez, on attaque sur la partie pronostic, qui aujourd'hui est sponsorisée par mon partenaire Sobet. Sobet, c'est une application mobile de pronostics sportifs. Chaque week-end de course, tu peux gratuitement faire tes pronostics sur la qualif et la course, et participer à plein de challenges avec tes potes. C'est gratuit, il y a une petite communauté de pronostiqueurs multisports bien sympa. Sobet réunit les fans de Formule 1 francophones pour s'échanger des conseils, discuter des grands prix de F1 à venir et partager des pronostics. En plus, ils vous font gagner des cadeaux régulièrement, comme des maillots, et il y aura peut-être quelque chose de prévu pour le Grand Prix de France. Alors télécharge l'application Sobet, disponible sur iPhone et Android, et utilise le code de parrainage œil du paddock. Vous avez le lien en description. On commence par la qualif, et sans surprise, je vais mettre Charles Leclerc pour la pole position. Leclerc, c'est juste le roi de la qualif. Sur ce circuit, et alors que la Ferrari est en forme, je pense qu'il peut largement concurrencer les Red Bull. Pour moi, Charles Leclerc va prendre la pole position devant Max Verstappen et Checo Pérez. A priori, Carlos Sainz va prendre une pénalité, donc je pense qu'il n'atteindra pas la Q3. Derrière ces trois-là, je vois Russell, Hamilton, les deux Alpines, Bottas, Norris et pourquoi pas un petit Gasly pour son Grand Prix national. En Q2, je pense que les deux As seront là, tout comme Albon, Zhou et Ricciardo. Allez, on passe au pronostic de la course, et j'ai envie de prendre un risque aujourd'hui. J'ai envie de dire que Checo Pérez va s'imposer au Grand Prix de France. A mon avis, Checo est vraiment sous-estimé, et je pense que dans un très bon jour, il peut jouer la victoire à la régulière. Sur ce circuit, avec son profil, et peut-être avec quelques faits de course, je pense que Checo peut jouer la victoire. Derrière lui, je vois bien sûr Max Verstappen et Charles Leclerc. Ensuite, dans les points, je vois Hamilton et Russell, Sainz qui devrait faire une belle remontée depuis le fond de grille, Ocon, Alonso, Bottas, et pourquoi pas Mick Schumacher qui est en bonne forme. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire votre pronostic pour le Grand Prix de France, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Moi de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Salut, à la prochaine.